chat. Après, je vois du monde, donc je vais les accepter. Alors, bonjour tout le monde. On est au troisième jour de notre semaine du village. On a le plaisir là de commencer la journée avec Tekla de Extralingual. Donc, on va discuter autour de la thématique, l'intérêt de parler plusieurs langues. Donc, Tekla, on va te laisser te présenter, nous présenter Extralingual et puis on échangera autour de différentes questions. Et donc, tu as un partage de documents, donc je te permettrai de partager ensuite. Je t'écoute. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Tekla Mbongem plus précisément. Je représente la compagnie Extralingual. C'est une société, donc je vais le dire en fait juste après, hein, qui a été donc fondée par ma sœur et moi-même à Londres il y a un peu plus de 20 ans. Donc, l'accès c'est sur les langues. À savoir en fait traduction, interprétation et enseignement des langues. Donc, on a fondé cette compagnie à Londres et là, on a étendu nos services et notre présence sur d'autres territoires, notamment en Afrique du Sud et dans d'autres pays également. Ok, ok, super. Pourquoi cette thématique, l'intérêt de parler plusieurs langues? Alors, pourquoi cette thématique? On a constaté, bon, c'est même pas qu'on a constaté, on constate hein, régulièrement, surtout, bon, par le fait que nous sommes impliqués en fait dans le business des langues. Donc, c'est vrai que c'est souvent pas des matières qui sont prises très très au sérieux dans un premier temps, mais c'est vrai qu'on constate que le manque d'apprentissage des langues ou le manque de connaissance des langues dans la vie de tous les jours peut être un frein à la vie dans la vie de tous les jours, que ce soit pour évoluer professionnellement, que ce soit également pour s'intégrer dans un autre pays, surtout que dans notre groupe, là par exemple, on parle beaucoup de s'exporter dans d'autres contrées, donc de pouvoir s'intégrer dans d'autres contrées. Ok, 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 ok. Donc, alors je pense que ça va être sur ta présentation, mais tu vas nous présenter les différentes langues, les différents endroits où vous opérez, où se trouvent vos différents clients, c'est ça? On Tout à commence la fait. présentation maintenant, je te mets le partage. Merci. Ok, et j'arrête le lien. C'est bon, tu peux y aller. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme je le disais donc à Yolène, je m'appelle Tekla, je représente la société Extralingual qui est une société qui a été fondée par ma sœur Anna, que certains d'entre vous connaissent beaucoup plus, et moi-même, en 2003 à Londres. Donc nous sommes en fait nés, on est nés, on a grandi en France, donc de parents camerounais. Et à un moment donné, donc, on a émigré, on a déménagé donc en Angleterre. Depuis 2003, on s'est étendu dans d'autres pays. Donc, on a bougé en Afrique du Sud pour diverses raisons, surtout pour des raisons professionnelles. Et on a continué également avec ces services-là. Donc, nous fournissons des services de traduction, d'interprétation, tout ce qui a accès, tout ce qui a trait à la langue, hein. C'est vrai que dans le métier de la langue, on pense tout d'abord à ce qui est traduction, interprétation, transcription également, et bien sûr l'enseignement des langues. Alors, en ce moment, du mois à présent, maintenant 2022, nos bureaux principaux sont en Afrique du Sud et à l'île de la Réunion, mais on travaille avec des linguistes un peu partout, puisque en général, on essaye d'avoir des personnes qui sont de langue maternelle ou alors bilingues au niveau des langues que l'on enseigne. Et bien sûr, les personnes de langue maternelle sont souvent plus disponibles dans leur pays d'origine. Ce qui nous permet de fournir ce service à ce niveau, c'est bien sûr le fait que, avant le Covid, déjà on le faisait, que l'on fournisse des services en ligne et donc par Zoom. Certains d'entre vous ont déjà eu à utiliser ces services-là. Donc ça nous permet en fait de pouvoir sourcer des enseignants un peu partout et également des clients un peu partout. Donc pour ce qui est des bureaux en Afrique, donc je parlais de l'Afrique du Sud, mais on travaille également parce qu'on a ces dernières années beaucoup plus travaillé ou bien intensifié le travail pour ce qui est des langues africaines. Donc au Mozambique par exemple ou alors dans d'autres pays parce qu'on a des partenariats avec des écoles et aussi avec certains centres d'information et certaines autorités, comme je pense par exemple au Nigeria
au Ghana, au Kenya, en Tanzanie, au Cameroun, en RDC, en Zambie, et je crois qu'il y a encore deux ou trois autres pays, le Sénégal, par exemple, et le Ghana. Je crois que j'avais déjà cité. Donc voilà. Donc pour ce qui est des services proposés, donc j'avais dit traduction, cours de langue, donc soutien scolaire et activités périscolaires, ça c'est quelque chose qu'on fait également depuis 2003 en Angleterre. C'est vrai qu'on le faisait beaucoup en face à face, on organisait également tout ce qui était centre aéré et des voyages linguistiques. Donc c'est vrai qu'il y a notre vie avant le Covid et après le Covid. Nous avons bénéficié, je peux dire, de malheureusement, heureusement, comment dirais-je, de la période Covid pour ce qu'il y est de l'enseignement en ligne. Parce que bien avant, souvent, les gens étaient assez réticents, se disaient que c'était difficile de contenir l'attention des apprenants, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants, de manière comment dirais-je, à distance. Donc c'est vrai que dans les méthodes d'enseignement, il est important d'avoir à chaque fois un support de manière, un support visuel, de manière à ce que l'apprenant, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes personnes et même pour les adultes, que l'apprenant reste engagé. Donc pour ce qui est des bienfaits de l'apprentissage des langues, donc j'en ai retenu 5 ici, à savoir faire travailler déjà le cerveau, ça c'est un fait hein, de toutes les façons, toute activité intellectuelle, que ce soit effectivement la lecture, l'écriture, va faire travailler le cerveau, l'apprentissage des langues également. Ça vous fait soit en fait faire un exercice de traduction vous-même dans votre tête, ou alors lorsqu'on devient bilingue, donc ça en fait je vais mentionner bilinguisme, langue maternelle, etc. un peu plus tard, ça vous fait effectivement switcher, passer, excusez-moi, d'un état d'esprit même parfois à un autre, dans la manière dont vous parlez, mais également dans la manière dont vous formulez, dont vous réfléchissez. Euh, donc voilà. Augmenter ses possibilités d'emploi, là également c'est un fait. Que ce soit, bon c'est vrai que l'anglais est une langue qui est dominante dans le monde maintenant, mais même pour les personnes anglophones, et nous en fait qui sommes basés dans des pays anglophones, on le voit également, c'est très important de pouvoir parler plusieurs langues. Donc déjà je mets dans notre contexte à nous, pour la plupart d'entre nous, nous sommes des francophones, si ce n'est toutes d'entre nous. Donc déjà, pour ce qui est de l'emploi, on le voit bien en fonction donc des, comment dirais-je, de ce que vous voulez faire, que ce soit l'emploi ou alors même des opportunités d'affaires. L'anglais, quand même, est, bon, et pas que l'anglais, mais l'apprentissage des langues est important pour pouvoir augmenter son potentiel, pouvoir être soit plus employable, ou alors, lorsqu'on a des opportunités de business, bien sûr, on peut passer par des sociétés ou des services de traduction, comme par exemple nous l'offrons, mais c'est toujours important de pouvoir soi-même avoir un contact direct avec les personnes que l'on démarche ou les personnes avec lesquelles on fait des affaires. Ne serait-ce que des salutations, pouvoir échanger ou être en contact, ça rend quand même le service beaucoup plus chaleureux que d'avoir à passer par une tierce personne ou finalement juste abandonner parce qu'on ne peut pas communiquer avec les personnes en question, ou alors on ne peut pas, comment dire, ou alors on ne peut pas communiquer, ou alors on ne peut pas faire d'affaires en fait, puisqu'on on ne se comprend, on n'arrive pas à bien se faire comprendre. Troisième point, s'ouvrir à d'autres cultures. La transmission de la langue et la transmission de la culture, par contre, de la langue, en fait, est très importante dans l'étape, dans le processus de transmission de la culture. Et je pense que ça nous concerne également, nous particulièrement, qui sommes donc des afro-descendants, parce que justement, il y a toute cette partie qui souvent n'est pas faite. Lorsque l'on grandit hors du continent, et des fois même sur le continent africain ou alors les endroits dont on est originaire. Donc la transmission de la culture, ou bien la langue en fait, est un maillon essentiel et très important de la transmission de la culture. Il y a beaucoup de choses, même lorsque vous voyez, lorsqu'on parle en français, qu'on essaye de parler dans une autre langue, qui sont souvent difficiles à exprimer, ou alors qui ne s'expriment pas du tout de la même manière qu'on passe d'une langue à une autre. Je prends juste un exemple, c'était il y a quelques années, j'étais à Londres, et donc je travaillais pour une société, et il y avait un séminaire que l'on organisait au Sénégal. Et donc, l'un de mes collègues, donc c'était une société britannique,
voulait inviter une personne, un directeur de la compagnie de télécommunications. Là-bas, c'était Sonatel à l'époque, maintenant c'est Orange. Et il me dit, bah, tiens, j'ai pas eu de ces nouvelles. Je lui ai écrit, en fait, non, je lui ai écrit. Et en fait, je crois qu'il ne pourra pas venir. Je lui avais proposé en fait une autre date et je n'ai pas eu de ses nouvelles. J'ai dit, oh bon. J'ai donc parlé, donc il me demandait de lui parler, justement, puisque j'allais lui parler en français. Donc j'ai eu cette personne qui me dit que oui, qu'il a bien eu en fait l'email de mon collègue. Il a donc répondu qu'il n'était pas disponible aux dates qui lui étaient proposées. Et lorsque mon collègue lui a donc répondu, après qu'il lui ait dit ça, il a dit qu'il a trouvé que mon collègue a été très mal poli. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Alors, il a dit que mon collègue a écrit donc en anglais, it's a shame, en fait. Shame, en français, vous pouvez le traduire par une honte, ou alors juste, c'est dommage. Et lui, en fait, il ne connaissait que la traduction une honte. Oui, effectivement, lorsque vous invitez quelqu'un que la personne dit que malheureusement elle ne peut pas venir, vous ne pouvez pas dire c'est une honte. Et effectivement, en aucun cas, mon collègue ne voulait dire c'est une honte. Il voulait juste dire c'est dommage. Donc vous voyez en fait que là, en fait, cette personne-là, on l'aurait même perdue s'il n'y avait pas eu en fait un contact en français ou alors une maîtrise plus appropriée de la part de la personne qui lisait comment dire, ce message de la langue. D'où également maintenant une autre parenthèse, à savoir l'apprentissage effectivement de manière correcte et constante. Parce que c'est vrai que pour ce qui est de la France ou des pays francophones, bon, l'anglais est une langue obligatoire et on l'apprend comme on peut en fait au collège. Je ne vais pas non plus trop critiquer l'école de l'éducation nationale française, souvent on fait avec les moyens du bord. Mais c'est-à-dire que souvent, ça n'est pas suffisant. Mais bon, ce sont des bases. Mais ce que j'ai constaté, donc c'est vrai que je n'ai pas en fait de préciser ça effectivement dans mon background, c'est que donc je suis enseignante de formation. Donc je travaillais dans le secondaire et là plus récemment donc à l'île de la Réunion, je suis à l'université. Et ce que je constate effectivement là, comme je suis à l'université, c'est que des personnes arrivent et parlent. Pour moi, ils parlent pas en fait anglais. Hein. C'est-à-dire que parler une langue, c'est pas juste, comment dirais-je, arriver à lire les mots ou les lettres et les prononcer comme on peut. C'est-à-dire qu'on n'est pas compréhensible. Vous-même, par exemple, on parle français. Si, par exemple, une personne qui n'a jamais parlé de français, qui est peut-être anglaise, se met à lire comme si elle lisait de l'anglais, les mots, par exemple, qui sont écrits ici, on ne va pas comprendre ce qui est dit. Et parler, c'est bien normalement l'échange oral. Donc pour moi, la plupart ne parlent pas bien. Donc c'est important. Là maintenant, je parle du monde adulte. Lorsque on veut vraiment augmenter ses possibilités au niveau de l'emploi ou son potentiel au niveau de l'emploi ou même au niveau des affaires, de maintenir constamment également l'apprentissage de la langue. On peut le faire nous-mêmes, même avec nos propres langues. Je pense au français dans l'immédiat. Mais c'est important de maintenir parce que les personnes vont juste prendre à un moment donné et puis après abandonner. Mais c'est quelque chose de constant. Si bien sûr on n'a pas vraiment besoin de parler juste pour pouvoir faire quelques salutations, mais lorsqu'on veut vraiment pouvoir parler de manière constante, on devrait normalement allouer un certain temps ou même un certain budget pour pouvoir continuer de manière régulière puisqu'il ne s'agit pas de nos langues maternelles. Continuer l'apprentissage de la langue. Mais dans le monde en général, c'est assez négligé. Dans le monde entier, c'est même pas seulement le monde francophone, c'est assez négligé. On se dit, bon, j'arrive à déchiffrer, ça va. Et des fois, quand je parle, on me comprend plus ou moins, ou alors je vais aller dans Google et puis on va me comprendre. Maintenant, pour ce qui est du monde anglophone, le fait que l'anglais, effectivement, soit assez dominant un peu partout, fait que les anglophones sont beaucoup plus feignants lorsqu'il s'agit de l'apprentissage d'une langue supplémentaire. Pour les pays que nous connaissons, que ce soit l'Angleterre ou les pays d'Afrique, bon, on impose plus ou moins une deuxième langue dans la plupart des pays. En général, ça va être une langue européenne. Mais c'est vraiment fait de la même manière que je le disais pour l'apprentissage de l'anglais, de manière basique. Et même pas aussi bien, parce que au moins pour les francophones, l'apprentissage de l'anglais, on a toutes sortes d'outils autour de nous qui nous permettent d'entendre de l'anglais de manière régulière, que ce soit la musique, que ce soit aller peut-être
sur certaines plateformes pour regarder des films ou bien du contenu en version originale. Pour ce qui est des anglophones, c'est assez rare, à moins d'être vraiment un amoureux de cette langue-là. Mais lorsque je prends l'enfant ou alors l'adolescent, à moins bien sûr d'avoir un parent qui parle cette langue, c'est souvent assez rare. Dans le cas de l'Afrique du Sud, comment dire, Anna justement répondait pas plus tard qu'hier à des questions d'un média nord-américain, d'un média canadien, où on parlait de la place du français. Je disais que dans le cas de l'Afrique du Sud, bon, on est dans une optique complètement différente. Pour nous qui sommes assez afrocentristes, c'est peut-être une bonne chose, mais c'est vrai que pour ce qui est d'apprendre une deuxième langue européenne en Afrique du Sud, c'est souvent très rare aussi. Parce que tout d'abord, au niveau de l'enseignement primaire et de base, en Afrique du Sud, c'est l'un des rares pays d'Afrique qui permet l'enseignement dans l'une des 11 langues officielles du pays. C'est-à-dire que si vous voulez que l'enfant fasse l'école en zoulou uniquement, il le fera en Afrique du Sud, que ce soit les mathématiques, les sciences physiques, tout, les manuels sont là, très bien faits et tout, donc ils font l'école seulement en zoulou. Ce qui va se passer pour ces enfants-là, c'est que ils ont une deuxième langue obligatoire qui sera l'anglais. Ça, par contre, sera obligatoire pour eux de faire de l'anglais à un moment donné. Comme ils sont dans un monde anglophone, de toutes les façons, l'anglais, ils le parlent déjà, donc ça va. Pour ceux qui ont fait l'apprentissage, donc ils vont à l'école en anglais uniquement, ils devront maintenant de manière obligatoire apprendre une langue sud-africaine locale. Et ça, c'est obligatoire. Donc, ce qui fait que souvent, l'apprentissage de ces deux langues-là fait que il y a une troisième langue qu'on peut effectivement prendre, mais c'est optionnel. Et souvent, en fait, les gens ne se fatiguent pas trop. Mais on voit bien que c'est un frein parce que l'Afrique du Sud est également un pays qui a beaucoup de multinationales, que ce soit sud-africaines, qui font beaucoup d'expansion dans les pays d'Afrique francophone. Je vois par exemple dans le domaine des télécommunications, des compagnies comme MTN ou alors Vodacom. Et c'est vrai qu'on ne peut pas envoyer des cadres là-bas, en fait, qui ne parlent pas, ne serait-ce que le français. Donc, ils se retrouvent effectivement à être obligés d'employer beaucoup de cadres qui ne vont pas être sud-africains. D'accord? Donc ensuite, un autre point que je continue en fait sur s'ouvrir à d'autres cultures. Donc, comme je l'avais dit, la langue est le véhicule des cultures. Hein. Donc, par la langue, en fait, on apprend tout ce qui est, bon, bien sûr, à parler, mais la manière de penser, la manière dont on formule telle ou telle phrase ou alors dont on décrit telle ou telle chose et surtout les proverbes permettent également d'ouvrir l'apprenant sur la manière de penser des populations qui parlent cette langue en particulier ou la vision du monde. S'informer à la source également, c'est important parce que c'est vrai que souvent on a des sources d'informations assez limitées, chacun effectivement est occupé avec sa vie, donc bon, quand nous on grandissait, il y avait le journal de 20 heures que les parents suivaient, donc c'était notre seule source d'information. Maintenant c'est vrai que, excusez-moi, on a accès à Internet. Donc, bon, on a accès à Internet, donc certains ne consultent que des informations dans la langue qu'ils connaissent. Je prends un exemple, en fait, tout bête. Hier, ou c'était pas hier, c'était avant-hier. Quel jour sommes-nous? Mercredi, excusez-moi. Avant-hier, donc, je regarde ici à La Réunion la page Internet d'une des radios les plus écoutées, ici à La Réunion. Et je regarde leur page Internet et je vois un titre qui dit le Nigeria est l'un des premiers pays au monde à interdire les mannequins à peau blanche. Je me dis, mon Dieu. Et effectivement, je regarde l'article. L'article, en fait, ne parle pas de ça. Et en fait, avant de regarder l'article, comme j'ai vu qu'il se référait à un communiqué du ministère de l'Information du Nigeria, je suis allée donc chercher le communiqué qui est sur la page Twitter du ministère de l'Information du Nigeria, qui dit que ils ont dorénavant décidé de faire à ce que les agences de publicité et de voix off qui sont basées au Nigeria n'utilisent que des personnes locales, des talents locaux, à savoir des personnes donc de nationalité nigériane ou qui ont une carte de résident pour travailler au Nigeria. Parce qu'ils avaient constaté que dans beaucoup de publicités qui étaient passées au Nigeria, et ça s'adressait surtout en fait aux voix off, beaucoup de ces voix off là étaient on va pas dire des mannequins, mais des acteurs et des actrices qui ne sont pas du Nigeria.
Donc, vous voyez, en fait, il y a quand même une différence entre parler de personnes à la peau blanche. Déjà, même, il y a plusieurs concepts, rien que dans ce titre-là, qui était complètement faux. C'est pas parce que on réserve le poste à des Nigérians que ça veut dire que ils vont tous avoir, comment dire, que les personnes qui ont la peau blanche ne seront pas prises en considération. De deux, lorsque les autorités nigérianes parlaient même de personnes qui étaient majoritairement britanniques ou autres, ça ne veut pas dire que c'était des blancs auparavant seulement. Il y a beaucoup de noirs qui ont d'autres nationalités et des personnes d'origine nigériane également. Donc c'est important, voilà. Donc là, je voulais voir en fait illustrer le point 4, à savoir c'est important de pouvoir soi-même également s'informer à la source lorsqu'on voit une information. Et souvent, on relaie des informations ou alors on absorbe des informations qui sont vérifiables. Hein, surtout lorsque c'est gros en fait. Donc c'est vraiment important lorsqu'on entend quelque chose de pouvoir aller directement à la source et voir exactement ce qui s'est dit dans la langue d'origine. Dernier point, devenez bien sûr un citoyen du monde. Vous pouvez, grâce aux langues, en fait, pouvoir communiquer avec des personnes de partout ou alors pouvoir voyager avec des personnes de partout. C'est important ou intéressant lorsqu'on se déplace de pouvoir parler avec, comment dire, avec des personnes ou alors ne serait-ce que que les saluer ou alors, comment dirais-je, réchauffer la l'atmosphère, si je peux dire, en s'adressant dans une langue que la personne comprend le mieux. Donc, les langues les plus demandées, j'ai fait une compilation des langues nous a plus demandé au mois d'août. Donc, c'est vrai que nos bases sont plutôt dans des pays anglophones, ce qui fait que on a une forte demande du français et de l'anglais. Donc, ça ce sont pour les langues européennes. Ensuite, des langues africaines, parce que c'est vrai que nous nous sommes lancés, ou du moins on a approfondi euh, la, 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 les services de langue africaine ces derniers temps, parce qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup non seulement beaucoup de demandes, mais souvent très peu d'offres, ou alors des offres souvent limitées, surtout en ce qui est en live, en face à face, en live, pardon, sur Zoom online, en ligne, avec des enseignants qui sont natifs des pays concernés. Donc, on a en deuxième le TWI. TWI, c'est une chose peut-être, comment dirais-je, une interrogation si je peux dire. Quel pays pour le numéro 2? Qui Euh, sait? Moi, je ne sais pas. Yolène ne sait pas. Qui Non. d'autre? Qui d'autre connaît le TWI? Vous pouvez taper Cameroun, dans le... non? Ghana, Non, Cameroun. pas Cameroun. Pas trop loin. Un Ghana, peu loin quand même. Pardon? Ghana. Très bien. TWI du Ghana. D'accord? C'est une langue Akan. Donc, au Ghana, avec des variantes également aussi en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est un groupe, le groupe Akan, et donc ça, c'est le TWI du Ghana, mais qui peut se comprendre par certaines personnes de Côte d'Ivoire et des fois du Togo. D'accord? Yoruba. Yoruba. Des candidats? Nigeria. Oui, tout à fait. Nigeria et Bénin. Très grande nation, Nigeria et Bénin. Et vous verrez également que, donc bon, je ne sais pas si certains de vous regardent Netflix, en fait, il y a un documentaire que j'avais bien aimé qui était bien fait, qui, en fait, retraçait justement les descendants de Yoruba et autres également, parce que ils ont également assimilé d'autres personnes, une fois, comment dirais-je, surtout en Amérique du Sud, au Brésil, par exemple, et qui pratiquent même encore tout ce qui est religion Yoruba. Et bon, pour ce qui est la langue, oui, quelques réminiscences et surtout beaucoup d'activités. Et maintenant, donc, beaucoup en fait reviennent régulièrement au Nigeria, surtout ceux qui pratiquent encore la religion Yoruba en fait, pour tout ce qui est festival et puis bon, on dit festival en fait, tout ce qui est rite ou alors festivité, hein, Yoruba. Donc, c'est pour ces personnes, en fait, qui veulent apprendre également l'histoire des langues africaines ou les grands pôles des langues africaines. Le Yoruba est également très important. Kikongo, bon là, c'est facile. Kikongo, Congo. Congo, dites-moi juste, alors il y a effectivement les deux Congos, il y a un autre pays qui lui également est concerné. Euh, L'Angola. Oui, très bien. Voilà, l'Angola. Parce que justement, en fait, c'est même plus en Angola qu'au Congo. C'est-à-dire que c'est les locuteurs de l'ancien royaume Congo
et effectivement, qui lui se trouvait plus en Angola et débordait sur une partie de la RDC et du Congo-Brazzaville. Donc le Kikongo. La majorité en fait des locuteurs Kikongo sont en Angola, puisque c'est là que se trouvait le royaume Congo. Est-ce que certaines personnes ont entendu parler de la reine Zinga? Oui, voilà. Donc c'est normalement la langue, enfin une des langues en fait parlées par les populations ou alors la reine Zinga. Bon, Lingala en général, bon, Lingala, Le quel Congo. pays? Tout à fait. Ouais, le Congo et un peu Centrafrique aussi. Swahili, Il y Afrique en a du Sud, plus. non? Swahili. Pardon? Il y en a plusieurs. J'ai pas bien compris, pardon? Il y en a Il y en plusieurs, tout à fait. Oui, oui. Donnez, oui, voilà, il y en a plusieurs. Vous pouvez m'en donner. a le Congo déjà, Oui, le Kenya, oui, Tanzanie. tout à fait. Mm. Donc déjà, on a les principaux. Congo, Kenya, Tanzanie, Ouganda également, Burundi et Rwanda. Mm. Donc voilà. Et un peu en Zambie aussi. Ensuite, bon, je vais aller vite, enfin, pas vite fait. Wolof. Wolof, ça tout le monde connaît. Donnez-moi un autre pays que le Sénégal, à part au Sénégal. Mali. Un petit peu, un autre. C'est vrai Maurice. que celui-là, on l'oublie parce qu'il est à l'intérieur géographiquement du Sénégal, la Gambie. Ah oui. La Gambie. Fongbe ou Fongbe, parce que c'est vrai qu'il y a l'accentuation. Bénin, Bénin, tout à fait. Ibo, Ibo. Une fois, deux fois, trois fois. Nigeria. Nigeria. Donc ça, c'est le sud-est du Nigeria. Zoulou, c'est facile, je pense que tout le monde les connaît. Afrique du Sud. Zoulou, tout à Afrique. fait. Voilà, Afrique du Sud. Amérique, Éthiopie. Éthiopie. oui. Éthiopie. Bon, un peu également oh non, pas vraiment en Érythrée, oui, un peu Éthiopie. Après, on descend ici, Ibibio. Ibibio, Efik, c'est aussi une langue qui est assez importante. Alors, bon, pas parce que par rapport à la densité de la population, Ibibio, Efik, c'est Nigeria. Là, c'est vraiment Nigeria, la région de Calabar, qui est frontalière avec le Cameroun. La région du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, plus du sud-ouest même. Et la raison pour laquelle l'Ibibio, comme l'amérique également, est important dans l'enseignement des langues, c'est tout ce qui est écriture, écriture ancienne. Donc, Twi du Ghana. Bon, l'amérique a une écriture qui, de toutes les façons, est encore utilisée de nos jours, n'est-ce pas? Ensuite, le Twi du Ghana, qui a un système de signes qu'on appelle la Dikran, qui est encore utilisé aujourd'hui, mais c'est plus des signes en fait. Ibibio, Ibibio également, donc bon, peut-être pour des personnes qui ont regardé les tout premiers anciens films nigérians, là, quand on les voyait dans des villages faire des choses bizarres, vous voyez souvent des personnes avec des choses qui sont dessinées. Ce sont en fait des signes qu'on appelle un CBD et qui font partie de la culture Ibibio, ou alors Efik. C'est-à-dire la langue c'est Ibibio, la population c'est Efik. Ok? Alors, on revient plus vers chez nous, du moins en tant que francophone, Malinké. Malinké, bon, on va dire la grande famille Malinké ou alors Mandinka, qui après peut se faire comprendre par des personnes qui parlent Djoula ou Bambara. Malinké, on va dire en fait les purs, si je veux dire, en Guinée, Guinée-Conakry, et également Guinée-Bissau, Sierra Leone, et également même Mali. D'accord? Et puis, bon, si on continue Mali et puis Côte d'Ivoire, ça va nous faire des personnes qui vont dire qu'elles parlent soit Djoula, soit Bambara. Ensuite, Soninké. Soninké, pareil, Mali, Sénégal.
Alors, ça, pourquoi j'ai Swahili deux fois, en fait? Mais bon, l'Ouganda, ça c'est facile puisque c'est par rapport au nom du pays. L'Ouganda. Ouganda. Ouganda, tout à fait. Ensuite, bon, Pulaar, c'est effectivement un terme général. Ça aussi, c'est facile. Sénégal. Entre autres, Sénégal. Là, par contre, on va aller très très loin, hein. Ça dit que c'est la langue, c'est donc Pulaar, c'est l'ensemble des langues Peul. Donc, vous savez que, comment dirais-je, ils sont depuis le Sénégal. On arrive en fait jusque, ça on passe le Mali, la Guinée, tous les pratiquement tous les pays d'Afrique de l'Ouest. On arrive jusqu'au nord du Cameroun également et de la Centrafrique. Donc, c'est un très beaucoup, et non, c'est je pense que c'est la langue qui traverse le plus de pays. D'accord? Et le tout dernier, Tswana ou alors Setswana. Ça, c'est Afrique australe. C'est le Botswana et l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que le pays Botswana, bien sûr, a sa langue, a essentiellement des personnes Tswana, et l'Afrique du Sud. La majorité des personnes qui parlent Tswana se trouvent en Afrique du Sud. Je continue. Alors, là, c'était donc pour les langues qui nous les étaient le plus demandées. Les langues, en fait, les plus demandées, mais maintenant, par pays de résidence des apprenants. Une grande partie des personnes en fait qui nous demandent des cours de langue se trouve donc l'intensité du bleu va déterminer le nombre de demandes. Donc se trouve en plus grande partie aux États-Unis. C'est là effectivement qu'on a beaucoup pour ce qui est des langues africaines. C'est surtout par rapport aux langues africaines, hein. C'est-à-dire parce que c'est vraiment là en fait qu'on a beaucoup de demandes par rapport aux langues africaines. Pour ce qui est des apprenants qui sont en Occident ou alors en Afrique même, ce sont des personnes qui vont demander plus des langues européennes, à savoir quand on est dans un pays anglophone de l'anglais ou alors de l'arabe pour certaines personnes. Et voilà, essentiellement des langues occidentales. Pour ce qui est de l'Afrique du Sud, par contre, on a les deux, des personnes qui veulent soit des langues européennes ou alors des langues africaines. Alors, comme je l'ai dit au départ, et donc justement le dire assez souvent, l'Afrique du Sud est vraiment un pays particulier où c'est-à-dire que l'atmosphère est faite telle que, surtout pour les Occidentaux, d'ailleurs même la plupart des personnes que nous avons en cours de Zoulou ou de langue locale, ce sont des Occidentaux, soit qui travaillent dans certaines sociétés, comme les langues en question sont parlées, c'est-à-dire vous allez au distributeur automatique en Afrique du Sud, vous avez aux 5-6 options, anglais, Zoulou, Tswana, Soutou, etc. Vous pouvez aller, il y a des personnes, comment dirais-je que moi, en fait, je vois mon employé de maison, d'autres qui, bien qu'elles savent parler anglais, mais en fait font toutes leurs activités, démarches administratives dans les langues sud-africaines. Donc, ils ont aussi une certaine mentalité, ils sont vraiment, bon, très, comment dirais-je, très enclins à vouloir préserver leur propre culture, si bien que lorsque l'on est là-bas, ça fait vraiment bon ton, lorsque on veut s'intégrer dans une société sud-africaine, d'apprendre au moins une des langues qui est parlée par les populations. Ensuite, quiz time. Alors j'avais en fait prévu, je sais pas combien on est, comment dirais-je, j'avais prévu, ok, donc d'aller sur Menti. Je sais pas si vous pouvez switcher sur Menti, entrer le code, ou alors c'est pas la peine. Comme on est 9 en fait, c'est même pas la peine d'aller sur Menti. Je pense qu'on peut directement répondre. Qu'est-ce que la langue maternelle? Alors vous pouvez mettre ça dans le chat ou alors intervenir individuellement. J'avais petit 1, la langue assimilée depuis la petite enfance et que l'on parle le mieux. Petit 2, la langue de nos ancêtres. Petit 3, la langue parlée uniquement par sa mère. Qui dit 1, qui dit 2, qui dit 3? Un. Alors, Yolène dit 1. Moi aussi, je dis un. Niela. Oui. Niela dit 1 également. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne diraient pas 1? 1 également. Ok. C'était effectivement la bonne réponse parce qu'assez souvent, des personnes vont dire oui, je suis née en Europe et tout, je parle pas ma langue maternelle. Malheureusement, pour la plupart, dont moi-même, en fait, les langues maternelles, nos langues maternelles sont devenues, en fait, le français. Et même des personnes sur le continent africain eux-mêmes, directement, en fait, hein. Nos langues maternelles sont devenues le français.
ou alors l'anglais, à savoir la langue dans laquelle on réfléchit, la langue qu'on a toujours parlé. Il y a des personnes, bien sûr, qui sont bilingues, ou alors qui parlent une autre langue, mais la langue maternelle est la langue avec laquelle on s'exprime le mieux et qu'on a assimilé depuis très longtemps. Il se peut que des personnes soient bilingues, c'est-à-dire qu'elles bilingues ou alors trilingues ou même plus de langues. En général, c'est trois, c'est-à-dire qu'elles maîtrisent plus ou moins de la même manière. Mais assez souvent, je vois des confusions entre la définition de la langue maternelle et la description de, en fait, ce qui est la langue soit de ses ancêtres, soit de ses parents. Ensuite, nommer effectivement trois langues les plus parlées dans le monde par nombre de locuteurs. Bon, juste, même pas trois ou même juste une ou deux, hein. D'après vous, en fait, quelles sont les trois premières langues les plus parlées dans le monde? Chinois, Mhm, Français. mhm. L'anglais. Anglais, oui, bien sûr. Alors, on commence effectivement par l'anglais. Donc, on a compilé ce qu'on appelle les natives, donc les personnes de langue maternelle et les personnes qui parlent également en seconde langue. C'est-à-dire que on prend par exemple encore l'Afrique en exemple, quelqu'un qui peut-être au Nigeria a grandi en parlant et Hausa et anglais. D'accord? Donc, on a compilé cela. Donc, ça fait d'abord l'anglais, ensuite le mandarin, parce que c'est vrai que le chinois comment dirais-je, en tant que tel n'existe pas. Il y a plusieurs dialectes en Chine. Le mandarin a été imposé à une grande partie de la population, mais comment dire, il y a plusieurs dialectes, donc il faut vraiment bien dire le mandarin. Et la langue hindi de l'Inde. Donc, bon, c'est vrai que pour ce qui est du mandarin et de l'hindi, c'est effectivement dû à leur forte population qui fait que, en matière de nombre de locuteurs, ils seront donc ils seront donc les plus nombreux. Ensuite, le français vient en cinquième position. Le français vient en cinquième position, avec un peu plus de 270 millions de personnes, presque au même rang que l'arabe. Et on va voir après donc ce qui est parlé par les Africains. Donc en première langue en fait d'Afrique, si toutefois on peut appeler ça, mais quoi que le pidgin qui est en fait un créole hein, en anglais donc du Nigeria qui arrive puisqu'effectivement la forte population du Nigeria, c'est un pays où ils sont quand même 200 millions, fait que le nombre de locuteurs va être assez élevé. Pour ce qui est des langues africaines, en fait, donc je reprends avec le pidgin du Nigeria qui arrive en 14e au niveau global et c'est à partir de la 25e position que on commence à trouver nos langues. Le Hausa qui est parlé essentiellement au Niger, au Nigeria, au Cameroun. On a également un peu en Centrafrique et au Tchad aussi et même aussi au nord du Togo et puis et du Bénin. Ensuite, l'arabe égyptien, puisqu'effectivement, pour ce qui est de l'arabe, donc il y a l'arabe standard, et puis il y a plusieurs variantes en fonction des pays. Le swahili, donc, dont on avait parlé tout à l'heure, l'amharique, le yoruba, et différentes variantes d'arabe. Et enfin, le lingala en 45e position, avec à peu près 40 millions de locuteurs. Donc, là, je continue sur mon focus sur les langues africaines. Qui prend des cours de langue africaine? En général, donc, ce sont surtout des personnes, pour nous, hein, pour le moment, qui sont basées en Amérique du Nord, des afrodescendants ou alors d'autres qui ne sont pas afrodescendants. Quand ces personnes ne sont pas afrodescendantes, en règle générale, c'est pour parler la langue de son conjoint. Pour ce qui est des afro-descendants également, ça peut être pour parler la langue de son conjoint ou bien reconnecter avec l'Afrique. Il y a tout, comment dirais-je, un mouvement avec des personnes en fait qui font leur test ADN et qui donc arrivent à retracer l'origine d'une partie de leurs ancêtres et qui sont donc intéressés par également apprendre des langues. Ça se fait beaucoup, surtout d'où l'importance du TWI par exemple, parce que le Ghana lui-même a toute une politique comment dirais-je, pour attirer les personnes d'origine africaine, donc à rentrer sur le continent.
Donc, autre motif également pour parler la langue de ses parents, donc pas forcément immédiat, mais de sa famille, puisqu'il se peut que, et c'est même pas il se peut, ça arrive souvent que l'on grandisse dans un environnement où les parents ne nous parlent pas leur langue, soit parce que les deux, enfin pour différentes raisons. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui est assez pratiqué par les personnes africaines. Et quand je dis africaine, je ne parle pas que de l'Afrique même également de la Caraïbe. Alors que on voit qu'au niveau des autres ethnies, c'est-à-dire que vous allez très peu voir des Chinois qui sont un couple de Chinois et puis ils vont aller immigrer, moi je ne sais pas, au Pérou, et puis ils ne vont jamais parler le mandarin, ou leur enfant ne pourra pas parler le mandarin, c'est très très rare. Alors que nous c'est vraiment c'est spécial, c'est-à-dire que lorsqu'on part de là d'où on est, automatiquement en fait on ne transmet plus, bien que souvent les parents entre eux parlent la langue, c'est-à-dire c'est comme un code qu'ils parlent entre eux. Dernier point également, mieux s'intégrer dans un pays africain, donc que ce soit sur le plan personnel comme professionnel. Donc j'ai mentionné le cas de l'Afrique du Sud, et ça peut être le cas également dans d'autres pays pour des personnes qui ont décidé donc, surtout pour nous de la diaspora, de rentrer vivre sur le continent africain. Donc là, c'était toujours les langues africaines les plus demandées. C'est vrai que j'avais en fait, on en avait déjà vu ça tout à l'heure. Donc, quiz time. Est-ce que vous parlez une ou plusieurs langues africaines? Vous pouvez mettre dans le chat. C'est-à-dire, j'ai rien du tout. Donc, personne ne parle de langues africaines parmi nous? Même les salutations? Non. Non. Je vais inclure, voilà. Des bribes de mots Kikongo, c'est pas grave. Même si en fait vous avez des bribes de mots Kikongo, en fait vous avez au moins quelques salutations. Hein? Donc si Kikongo, c'est-à-dire que vous vivez en zone Congo, même pas de salutations en lingala? Mbote. Voilà. Matongo mingi. Je vais inclure dans les langues africaines les créoles. Voilà, merci. Je vais inclure dans les langues africaines également les créoles. Personne ne parle créole. Si, quand même un peu. Il y a des mots à mots. Moi, je suis ici à La Réunion. J'en vois surtout des mots. Je vois en fait, voilà, le créole guyanais. Donc, je ne sais pas pour le créole guyanais comment vous dites, mais je vois par exemple, ici en créole réunionnais, par exemple, qu'on va dire ses parents. On va dire ses parents. D'accord? Le B-A-ba, qui en langue bantou, en fait, que voilà, créole guadeloupéen, qui en fait en langue bantou est le symbole du pluriel. Ou alors même en fait, quand on dit en créole ici, Ago c'est Yoruba. Qui est Ago? Ok. Donc vous parlez Yoruba aussi. J'ai pas compris en fait la phrase Ago c'est Yoruba. Donc je reprends en fait par rapport à la structure de la phrase ou alors à certains mots. Je vois même, et je pense que vous l'avez également peut-être dans le créole guadeloupéen, je sais pas pour le créole guyanais, mais quand on dit des moons, d'accord? Ici aussi on dit des moon. Moon, dans la plupart des langues bantoues, ceux qui parlent lingala sauront que Mouna c'est un enfant. D'accord? Et par extension, donc moi c'est la langue Douala du Cameroun que je connais, quand on va dire un enfant de tel endroit ou une personne même de tel endroit, je vais dire par exemple si Yolène est de la Guadeloupe, je vais dire Mouna Guadeloupe. D'accord? Une personne de Guadeloupe. D'accord? Donc il y a beaucoup de mots en fait, ou de mots d'expression en fait qui sont restés, ou de structure des phrases qui sont restées. Il y a des mots Yoruba qui Congo. Ok. Et surtout, effectivement, que la Guyane n'est pas loin du Brésil, où les Yoruba et les Congos, effectivement, sont implantés, étaient très implantés. Merci. Ok. Et dernière question, je crois. Hein? Voilà. Quelles sont vos perceptions? Donc, c'est vrai que là, c'est moi maintenant qui me renseigne. Concernant l'apprentissage des langues africaines, en un mot, difficile, facile, compliqué, impossible. Et c'est vrai que lorsque, bon, on fait pas mal de publicité également sur certains réseaux sociaux, des gens qui écrivent disent que c'est impossible d'apprendre les langues africaines, que leurs parents ont dit que c'est pas vrai, que ça s'enseigne pas. Bon, je veux pas manquer de respect à leurs parents. Comme dans toutes les langues, eux-mêmes, ils ont bien vu que, ayant grandi, ça c'est des personnes qui sont en France, ils ont bien vu des Français, qu'on a dit de souche, qui parlent pas bien français,
Ou alors, vous savez très bien des personnes là que ils pourront jamais vous enseigner le français. Eux-mêmes ne peuvent pas décortiquer leurs phrases. D'accord? C'est normal. Et c'est également la situation également pour nous. Et puis, ils n'y ont jamais pensé. Et puis, en plus, les parents en question n'ont jamais été peut-être à l'école dans ces langues-là. Je prenais justement l'exemple de l'Afrique du Sud. C'est le cas pour la Tanzanie également, pour le Kenya, où on enseigne souvent dans la langue officielle. Donc, quelles sont vos perceptions au niveau de l'apprentissage des langues africaines? Juste... C'est-à-dire que si quelqu'un vous disait, viens apprendre le twi, c'est facile, c'est pas facile, c'est intéressant, c'est une perte de temps. Beaucoup disent effectivement que ça sert à rien, puisque, comment dirais-je, tu peux aller là-bas et puis parler seulement l'anglais, et que même les gens de là-bas, de toutes les façons, même rêvent même de ne parler que de l'anglais, d'aller vivre dans un endroit même où même ils n'ont plus à être liés à leur origine. Facile si on s'y intéresse, oui, effectivement. Ça va, c'est-à-dire c'est comme toutes les langues, hein, c'est-à-dire que il faut comparer. Quand on voit l'apprentissage de la langue, rien que nous-mêmes, pour la langue maternelle ou pour un enfant, vous voyez bien que avant 4-5 ans, un enfant ne parle pas bien. C'est-à-dire qu'il faut, et ça on parle juste de sa langue maternelle. Donc, pour une personne, quand il s'agit de sa propre langue maternelle, vous voyez qu'il y a toute une étape, peut-être 7 ou 8 ans, pour qu'il commence à bien parler. Comment dirais-je, quand je dis bien parler, pas seulement faire des mots, mais faire des phrases et avoir même commencé à décrire des concepts. Il faut peut-être 7-8 ans quand on voit l'évolution d'un enfant. Donc, c'est vrai que lorsque des personnes viennent et nous disent que je veux pouvoir parler couramment en 3 mois, personnellement, je dis que ce n'est pas possible. C'est même en fait, réduire la langue en question, puisque aucune langue va juste en 3 mois, à moins soi-même d'avoir été imbibé de la langue auparavant, et même là. Les langues africaines ont une puissance énergétique et une musicalité. Les langues européennes sont des mélanges composés. Français est un mélange de créole. Tout à fait. De latin, grec. Et effectivement, justement, Amani, vous me dites bien, parce que justement, donc il y a plusieurs points qu'Amani a dit là. Une puissance énergétique et une musicalité. Donc justement, le point musicalité, c'est que nous avons beaucoup de langues... comment dirais-je, en français, en anglais on dit tonal, on peut dire même tonal en fait, c'est-à-dire qui ont des accentuations, et c'est la même chose pour l'anglais. Je reviens justement à mon point au tout départ, lorsque je dis on parle pas bien. C'est-à-dire que quand elle dit justement musicalité, la manière dont on chante le mot ou dont on prononce le mot va être différent, va donner un autre sens. Et quand on est francophone, souvent la langue française est monocorde, à moins qu'on soit dans l'interrogation ou alors dans l'exclamation. Je vais dire, je vais à l'école aujourd'hui, point. D'accord? C'est-à-dire que l'accent chute à la fin de la phrase. Si maintenant, c'est seulement si je vais poser une question que mon accentuation va changer. C'est même pas par rapport au mot et c'est même par rapport à toute la phrase. Alors que dans la plupart des langues africaines, si ce n'est toutes, la manière dont on sonne le mot peut changer le sens. On prend même rien que l'anglais. Je vais taper effectivement ici ce mot-là. Comment dirais-je? En fonction de comment vous le prononcez, vous pouvez dire le désert ou vous pouvez dire le dessert. Et justement, c'est l'un des, comment dirais-je, des défis que l'on a justement quand on enseigne l'anglais, surtout quand je vois au niveau d'université, c'est l'apprentissage de l'intonation qui n'a pas du tout été faite tout au long des années collège. On laissait les gens dire the ceci, the cela, the même n'existe même pas. Et puis, en fait, c'est-à-dire que, comme vous voyez, par exemple, je ne sais pas si certaines connaissent, Antoine de Caunes, à un moment, avait une émission, il était en Angleterre, c'était en Angleterre à cette époque-là, il parlait d'une manière, bon, il fallait sous-titrer, mais, comment dire, il fallait sous-titrer, en fait, en anglais. Donc, le français est vraiment monocorde, alors qu'en anglais, également, il y a des intonations à suivre pour donner le sens au mot. Sinon, on a faux. D'accord? Donc, mon dernier point, en fait... C'était juste au niveau des méthodes d'apprentissage et c'est lié justement à la perception de l'apprentissage de la langue parce que beaucoup se disent qu'il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de grammaire. Si, il y a tout ça. Bon, c'est vrai que nous, comme on fait en général en ligne, donc ce qui est plus du face-à-face bien que virtuel, on a tendance en fonction à comment dirais-je, à constituer le support en fonction des apprenants
en live. Bien sûr, donc pour chaque session, on aura un thème et des thèmes qu'on va aborder, soit le thème et puis des points de grammaire qu'on va aborder. Et puis ensuite, il y aura, et donc au cours de la session, il y aura des discussions. On a également des manuels. C'est vrai que les langues pour lesquelles on a beaucoup plus de manuels, beaucoup plus de méthodes et surtout des manuels qui illustrent des Africains eux-mêmes. Parce que c'est vrai que, bon, en général, ça illustre avec des personnages africains, etc. Ça va plus être dans les pays où l'enseignement la langue fait partie du cursus de l'éducation nationale. Donc, je prends des pays essentiellement d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Je vois par exemple, un pays comme le Cameroun, il y en a également, ce n'est pas une obligation, mais c'est assez rare. Et comme on dirait souvent, même bon, ça c'est maintenant question de méthode d'apprentissage, mais c'est pas une obligation, mais c'est assez rare. Et souvent, il n'y a pas assez de contenu moderne. Je trouve justement pour le Cameroun que c'est vraiment dommage que le journal parlé ne soit dit que en langue anglaise ou en langue française. Il y a quelques chaînes, je vois une chaîne qui le disent en pidgin. Bon, le pidgin est juste en fait une sorte de créole, mais normalement, dans chaque province, il devrait y avoir un décrochage régional avec, même si ce n'est pas la langue de tout le monde, on a 10 régions, donc de prendre là ou une langue dominante dans chaque région pour avoir la langue dans le journal parlé. On voit par exemple dans les autres pays, au Congo par exemple, ou alors dans les pays d'Afrique d'Australie et de l'Est, le journal parlé se lit aussi bien dans les langues locales que dans des langues européennes. Et donc c'est vrai que les méthodes d'apprentissage, les supports existent, mais on aura beaucoup plus de supports dans des pays où les autorités prennent vraiment au sérieux l'apprentissage des langues africaines qui fait partie intégrante de la culture du pays. Je parlais, donc ça va être mon dernier point, avec un de nos enseignants de langue fon, donc ça c'est le Fongbe du Bénin, et où je lui demandais d'après certains ouvrages donc des autorités, il dit qu'il sait pas, enfin que ça va être un peu difficile parce que d'après lui au Bénin on n'enseigne pas vraiment, sauf peut-être des personnes à des personnes en fait qui dans des églises, voilà, certaines églises pour des personnes qui n'ont pas été à l'école. C'est-à-dire que maintenant parler ou enseigner cette langue-là est synonyme de ne pas avoir été à l'école, ce qui est dommage. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci à toi. Je laisse les personnes poser des questions si vous avez des questions. Allez-y. Question. C'était par rapport, par exemple, si je souhaite que mes enfants prennent des cours d'anglais, par exemple, est-ce que vous suivez comment dire, un manuel pour les leçons ou comment ça se passe? Est-ce que c'est avec des professeurs qui sont de langue maternelle anglaise ou Alors, pour ce qui est des cours d'anglais, ça va être soit langue maternelle, soit bilingue. La raison pour laquelle on a plus, bon, soit langue maternelle alors ça dépend du niveau de vos enfants, soit de langue maternelle qui parle français pour pouvoir effectivement leur expliquer certains points, ou alors soit bilingue. Si en fait, et lorsqu'on a des bilingues, on introduit toujours à un moment donné quelques enseignants qui sont de langue maternelle, de manière à ce qu'ils puissent suivre également avec des langues maternelles. Au niveau du manuel, non, c'est un contenu alors là, ça va maintenant de langue à langue. Pour ce qui est de l'anglais, c'est un contenu que on fait nous-mêmes par rapport à ce que les parents ont demandé d'abord et par rapport en fait à l'enfant. Ils ne sont pas tous au même niveau, mais bon, on peut voir déjà. Je vois par exemple, on a en fait des clientes dont les enfants ont l'habitude de faire des castings. Ce sont des enfants qui sont en apprentissage pour être acteurs, donc c'est pas exactement la même chose qu'on va faire avec, par exemple, des enfants qui sont en enseignement à la maison et qui ont besoin de leurs cours. Si maintenant ce sont des enfants qui sont à la maison, on peut, effectivement, en collaboration avec les parents, demander s'il y a un examen particulier qu'ils ou elles doivent passer, à savoir s'ils sont rattachés à une certaine académie, puisque lorsque ils sont scolarisés à la maison, il se peut qu'il y ait encore des comptes à rendre à l'académie. S'ils n'en ont pas du tout, donc on fait en fonction de nos programmes. Bien sûr, on est également à l'écoute des parents s'ils ont certaines
certaines demandes par rapport au contenu. D'accord, ok, merci beaucoup. Alors, je vous en prie, comment revaloriser, donc je lis la question de votre collègue, Ouais. comment revaloriser les langues africaines? Est-ce possible de prendre des cours de Kikongo? Oui, nous donnons des cours de Kikongo, que ce soit pour les adultes et puis pour l'enfant. C'est vrai que c'est beaucoup plus rare que le Lingala. Et la plupart des locuteurs de Kikongo parlent de toutes les façons Lingala. Ce qu'il y a aussi, c'est que, comme je l'ai dit, contrairement à ce que, enfin, son nom d'origine prête à penser que la majorité des locuteurs de Kikongo sont au Congo. Or, ils sont majoritairement en Angola. Et donc, c'est vrai que, bon, là, beaucoup parlent en anglais. Donc, on en a qui sont aux États-Unis avec lesquels, enfin, pardon, qui sont en Angola, mais qui enseignent à un public anglophone. Mais c'est vrai que souvent, enseigner à un public francophone, on doit utiliser seulement des personnes du Congo, des deux Congos, et qui sont un peu plus rares. Mais on le fait. On fait le Kikongo, on fait également les écritures, que ce soit le Mandombe pour l'Afrique centrale, ou alors les écritures dont je parlais pour ce qui est d'une CBD, du Nigeria, de l'Amérique, etc. Et donc, comment revaloriser? Bon, ça, c'est nous-mêmes, hein. C'est-à-dire que normalement, ça va être revaloriser les langues africaines, c'est faire beaucoup plus de contenu dans les langues africaines. C'est vrai qu'on n'a pas d'influence, on n'a pas trop d'influence sur les gouvernements eux-mêmes, comment dirais, pour produire de plus en plus, comment dire, d'émissions. Il y a quand même effectivement une différence, je vois par exemple en Afrique du Sud avec le contenu en langue nationale qui est imposé par de toutes les façons les autorités et le contenu moderne d'Afrique francophone qui, alors ça dépend, des fois il est en langue nationale, ça dépend des pays, mais des fois de plus en plus en français. Donc comment revaloriser? Bien sûr, c'est les pratiquer et puis les apprendre. Les intégrer hein, de toutes les façons dans notre budget ou alors nos projets culturels. On voit beaucoup de gens qui ont peut-être, bon, un abonnement au sport, c'est vraiment aussi très utile, autre chose, mais qui sont peut-être à des week-ends avec je sais pas, des associations. Bon, moi, en fait, je suis dans un environnement où je vois ma mère aller, ce qu'on appelle au Cameroun des djangis, des tontines ou bien des choses comme ça. Donc ça, normalement, au niveau de la famille, on aurait dû également avoir un budget ou un planning pour pouvoir enseigner ces langues-là. Mais beaucoup, et c'est vrai que lorsque l'on poste, lorsqu'on fait des campagnes, on voit beaucoup d'Africains dire que ça sert à rien, ou alors dire que mais si c'est ça, lui ou elle va aller s'asseoir avec ses grands-parents. Donc voilà, plutôt que de payer. Donc voilà. Est-ce qu'il Et y a du d'autres coup, questions? à quel moment on peut intégrer une session? Est-ce que c'est toute l'année ou est-ce que vous avez des dates de rentrée pour les C'est à enfants? tout moment. C'est à tout moment. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, on aura donc vous aurez d'abord une session qui sera une session et de test et d'évaluation. Parce que souvent beaucoup sont de faux débutants, à savoir vous avez grandi dans un certain environnement, mais vous avez des réminiscences. C'est juste que vous n'avez pas l'habitude vous-même en fait de faire des phrases, etc. Ou alors pareil pour l'enfant. Donc à tout moment, on évalue et ensuite soit il ou elle intègre un groupe, soit on commence à former un groupe avec l'apprenant en attendant que d'autres rejoignent également. Ok, ok. Au niveau des langues africaines, alors on a parlé du Kikongo, du Lingala, mais est-ce qu'il y a d'autres langues? Est-ce que toutes les langues qu'on a vues, ben, vous les enseignez? Oui. Oui. Oui, oui, tout à fait. Parce que la manière dont on fonctionne, donc rappelez-vous, nous sommes une agence de langue. Donc nous, notre travail, c'est de sourcer des linguistes. D'accord? Donc à tout moment, en fait, hein, si vous voulez, bon, bien sûr, à partir du moment où la personne a une connexion décente, comment dirais-je, donc on a accès à toutes ces langues-là. On travaille également, bon, que ce soit en Afrique du Sud avec ce qu'on appelle le département de l'éducation, bon, ça c'est, ou alors des, comment dirais-je, de certaines autorités qui sont impliquées dans tout ce qui est culturel dans plein de pays d'Afrique et également avec des centres de formation. Donc à tout moment, en fait, vous nous dites la langue qui vous intéresse et on source le linguiste. Quand on enseigne donc sur Zoom, en général, donc on est comme, dans une connexion comme celle-ci, il y a toujours une personne d'extralingual qui ouvre, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais seul, que ce soit vous ou alors l'enfant, avec la tierce personne. Sauf si, bon, je vois pour le cas du LEM, sauf si c'est moi-même en fait qui enseigne dans le cas de l'anglais. Okay. Mais justement, il y a combien d'enfants dans chaque atelier Zoom? Alors, on prend maximum 5. Ok.
On prend maximum 5. Donc, c'est vrai qu'on a tarif de groupe ou alors tarif individuel. Tarif de groupe, ça veut dire normalement que vous êtes en groupe, mais il se peut que vous ne soyez pas en groupe. Mais il se peut en fait que vous ne soyez pas tout le temps en groupe. C'est-à-dire que le tarif de groupe, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, une tierce personne peut vous rejoindre. D'accord? Mais c'est maximum 5. Ok, donc en fait, vous n'avez que des tarifs de groupe en fait. Non, on a des tarifs individuels. C'est-à-dire que maintenant, le tarif individuel, vous serez tout le temps tout seul. Ok, d'accord. Et quel est l'intérêt d'être tout seul? Ben, au moins, on va avec votre rythme. Si par exemple, vous ne vous présentez pas et que vous ratez, comment dirais-je, puisque vous êtes tout seul, on va reprendre là où nous sommes arrêtés. Alors que si vous êtes en groupe, vous allez recevoir ce qui s'est fait pendant le cours auparavant, mais au cours d'après, lorsque vous reviendrez, on va peut-être pas revenir sur tout ce qu'on a fait pendant le groupe, on passe à une autre étape. D'accord. Il y a d'autres Donc questions voilà. sur les cours de langue? Sinon, en fait, donc, on a fait pas mal de promos, surtout pour ce qui est des langues africaines au niveau de l'Amérique du Nord. Donc, c'était en général 5 $, donc maintenant 5 euros de l'heure. Et en fait, vous devez acheter un certain nombre, en fait, à partir de 10 ou alors 20 heures. La fréquence des cours de langue, est-ce que, enfin préciser, moi je sais un petit peu, mais est-ce que justement il y a différentes fréquences? Est-ce que c'est plusieurs jours par semaine, 1 heure par semaine? Enfin, qu'est-ce qui est recommandé? Donc, on fait bien sûr en fonction de votre demande. Personnellement, je dirais 2 fois par semaine, mais c'est vrai que vous êtes tous occupés. Donc, ça veut dire que je ne vais pas effectivement blâmer, soit occupés, soit des personnes disent que bon, leur budget, au moins, ça permet en fait, s'ils font juste 1 fois par semaine, de prolonger. Donc, c'est important. Au-delà en fait des cours, normalement, vous aurez des recommandations, surtout pour les adultes, de pouvoir suivre certains médias également. Idéalement, ça je le dis, même effectivement aux étudiants à l'université qui me surprennent parce que ils sont quand même dans un monde numérique et je leur demande combien de fois vous écoutez de l'anglais par semaine. Jamais, sauf quand ils viennent en cours. C'est très étrange. Normalement, quand on apprend une langue, on fait justement comme lorsqu'on grandit, on doit baigner dans la langue. Donc normalement, lorsque vous apprenez une langue, que ce soit une langue africaine ou autre, chaque matin, vous devez écouter même 5 minutes de contenu dans cette langue-là, même si vous ne comprenez pas tout ce qui est dit. Quand on grandissait, quand on était enfant, quand on était bébé, les gens parlent autour de nous, on ne comprenait pas tout ce qu'ils disaient. C'est en fait répétitif. Donc, choisissez en général un thème qui vous intéresse ou alors peut-être des informations que vous avez l'habitude de regarder. Ou alors, en fait, des informations que vous avez l'habitude d'écouter, mais personnellement, en plus des cours de langue, les cours de langue eux-mêmes, en fait, ne suffisent pas. Il faut, à moins d'en faire tous les jours. En fait, donc, en plus des cours de langue, il faudrait, en fait, écouter chaque jour au moins 30 minutes de contenu dans la langue en question. Même si vous ne faites pas d'exercice ni quoi que ce soit, rien que l'écouter. Et des fois, vous avez du contenu qui a même des sous-titres, soit en anglais, soit en français, d'où souvent, effectivement, l'importance de l'anglais, parce que beaucoup de contenus en fonction des pays ne sont pas sous-titrés de la même manière. Il y a aussi, bon, je laisse l'influence, en fait, dans les langues en question. Mais personnellement, lorsqu'on apprend une langue, on doit normalement l'écouter tous les jours. Donc, je vois avec les personnes aux États-Unis qui apprennent pour parler avec leur conjoint. Donc, c'est vrai que souvent, peut-être que le conjoint n'est pas aussi disponible, ou alors pas aussi patient, parce que c'est vrai, ouais, elle n'est pas aussi patiente. Donc, c'est vrai qu'ils sont occupés. Mais en fait, même juste quelques phrases, donc d'essayer en fait de dire quelques phrases au jour le jour. C'est vrai que l'expression orale, quand on n'a personne avec qui parler, c'est difficile. Donc là, la personne avec qui parler, ça va plus être avec l'enseignant, mais ne serait-ce que s'imprégner du vocabulaire, de la manière de parler. Tout à l'heure, notre Amani avait parlé justement de musicalité. C'est très important. L'intonation. Et comment se font les paiements? Par exemple, quand on est en Afrique et qu'on n'a pas de CB, de carte bancaire. Vous pouvez payer soit par carte, par carte bancaire, donc on a un site, sinon vous pouvez payer par PayPal.
également qui est lié à votre compte. Donc en Afrique, il y a certaines banques, peut-être comme Ecobank, bon, ça dépend des pays en fait qui peuvent permettre ça, soit par virement bancaire. D'accord. Donc, en fait, moi, Mm. j'ai remarqué qu'ici, il y a beaucoup de paiements en mobile money. Ça Tout à n'existe fait. pas, en fait. Ah, c'est Ben, possible. c'est-à-dire, je pourrais vous faire faire un mobile money éventuellement vers, oui, effectivement, pourrais je faire faire un mobile money parce que maintenant, MTN Mobile Money ou même Orange Money vous permet de faire à l'international, donc vers un compte, ça dépend de quel pays dans vous, comment dirais-je, dans lequel vous vous trouvez, vers un compte Orange Money principalement au Cameroun. C'est vrai que pour ce qui est du mobile money, nous, personnellement, c'est comme ça qu'on paye pas mal de nos enseignants. Mm. Parce qu'on peut maintenant faire des transferts bancaires depuis la banque jusque au mobile money pour recevoir. Donc, je vous donnerai comme le compte mobile money d'un ancien, comment dirais-je, d'un collaborateur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou autre chose que les personnes souhaiteraient ajouter? Ça a l'air d'être clair pour tout le monde, apparemment. Oui, c'est clair. Après, de toute façon, donc, vous êtes présente sur les Tout à réseaux. fait. Donc, s'il y a des questions pour les cours. Après, bon, moi, ce que je retiens, c'est l'importance, hein, vraiment, en effet, de l'apprentissage des langues pour pas qu'elles disparaissent aussi. Hein. Tout Parce à fait. qu'il Tout y à a ça fait. aussi, hein, le risque de perte de disparition des langues. Et puis, aussi l'intérêt, surtout pour les enfants, pour la transmission de la culture. Pour la transmission de la culture, tout à fait. Pour même la transmission de la culture, même également pour donner des noms. Souvent, on veut retourner aux sources pour donner des noms aux enfants, de savoir que tel nom veut dire l'amour, la joie, l'amitié, etc. Quand on donne des noms aux enfants. Aussi, oui. Et également, donc c'est vrai que j'ai moins parlé de la partie écriture également, de savoir aussi quand on parle des enfants. Donc, je pense qu'on va faire un package spécial, comment dirais-je, écritures anciennes. Comment dire, bien sûr, il y a tout ce qui est hiéroglyphe qui est quand même assez documenté, mais sinon pour le reste, à savoir l'Amérique d'Éthiopie, de toutes les façons, c'est encore vivant. Vous allez en Éthiopie, tout est écrit en Amérique également, mais pour les autres pays, également, il y avait des écritures qui sont juste, en fait, c'est quelques intellectuels peut-être qui en parlent ou bien qui enseignent ça au niveau de l'université, mais des écritures anciennes également que nos ancêtres avaient dans plusieurs régions du pays, ou alors plus modernes, qui ont été développées, comme le Mandombe, par exemple, au Congo, ou même également en Afrique du Sud, il y a des écritures qui ont été développées, enfin, quand je dis plus modernes, c'est-à-dire il y a peut-être 100 ans, et que l'on peut apprendre et qui sont souvent plus adaptés au niveau de la prononciation de nos langues. Donc voilà. Ok. En tout cas, merci de votre attention. Merci à tout le monde. Merci pour la présentation. On retient... la promo est toujours d'actu ou pas? Oui, elle est toujours d'actu. Okay. On retient la promo pour que les personnes puissent aller se renseigner et regarder sur le site voilà. pour les langues. Mais ok, c'est bien noté en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour le partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À plus tard. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Qui fait coucou, c'est Lénie qui faisait coucou derrière. C'était Leroy, le plus petit. Okay. À bientôt. Bye. Au revoir.